70, le deuxième était le... Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Est-ce que c'est déjà plié ? Alors, il faut être prudent et modeste. Donc il peut toujours se passer des phénomènes un peu imprévus. Il y a des dynamiques électorales qui se dessinent de plus en plus tardivement. Néanmoins, quand on regarde les chiffres des différents instituts de sondage, et d'une part, et d'autre part, les tendances qui se dessinent depuis la fin du premier tour, tout converge pour montrer qu'il y a une avance relativement nette en faveur d'Emmanuel Macron. On est aux alentours de 55 à 56% pour le président sortant. Donc on est au-delà des marges d'erreur. Et cet écart a eu tendance à progresser depuis le début de l'entre-deux tours, puisque par exemple à l'IFOP, on a commencé à 52-48. Et on est quasiment sur une dynamique de 0,5 points gagné par le président, ou perdu, c'est selon, chaque jour. À quelles conditions Marine Le Pen peut-elle gagner après-demain ? Alors, il faudrait remplir pour elle plusieurs conditions. D'abord que le Front républicain fonctionne très mal, c'est-à-dire que toute une partie, notamment, principalement de l'électorat de gauche, s'abstiennent ou votent blanc. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui nous disent qu'ils ont l'intention de voter blanc ou nul. Il faudrait que ça monte au moins à 50 ou 60%, ce qui est beaucoup. Il faudrait parallèlement qu'elle bénéficie de reports excellents de la part des zémouristes, de la part de l'électorat de Valérie Pécresse également, ce qui n'est pas forcément le cas pour ce dernier électorat. Et puis, il faudrait qu'elle parvienne à aller chercher des millions d'abstentionnistes du premier tour qui rentreraient dans la bataille, si je puis dire, au dernier moment, sur le second tour, autour d'un réflexe anti-Macron. Et c'est un peu ce qu'elle a essayé de jouer dans le débat et dans cette fin de campagne, c'est-à-dire opposer au soi-disant front républicain, puisqu'elle a dit que le front républicain c'était elle maintenant, un front anti-Macron, en disant voilà, je vous demande pas de voter pour moi, mais je suis la porte-parole de tous ceux qui détestent ou qui en veulent à Emmanuel Macron. Donc ça fait beaucoup de conditions, et pour l'instant c'est pas ce que nous voyons dans nos chiffres, mais il faut être très prudent. Jérôme Fourquet, les 3 zones sont en vacances dimanche. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur le scrutin ? Est-ce qu'il y a un électorat en particulier qui peut être touché ? Alors, en partie, notamment, si on suit votre hypothèse, c'est l'électorat qui part en vacances. Ouais. Donc, c'est celui qui peut partir en vacances. Donc, sociologiquement, c'est pas tout le monde. Et donc, ça peut nous donner une petite indication. Au-delà de ça... Vous voulez dire que c'est davantage celui d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen ? Si on met les pieds dans le plat, voilà. C'était le sens de la question. Non, voilà. Avec peut-être un élément supplémentaire, cet électorat serait d'autant plus tenté de ne pas faire ces démarches, une procuration ou autre, s'il se dit, sur la foi des sondages, que les choses sont déjà pliées. Donc c'est pour ça qu'on se doit d'être très prudent sur les chiffres et sur les l'issue. C'est la question qu'on allait vous poser. À force d'entendre jour après jour Emmanuel Macron est donné vainqueur dans les sondages, l'écart se creuse, 12, 13, 14, 15 points d'écart. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effondrement de l'électorat à la fois d'Emmanuel Macron, de celui de la gauche qui voulait voter pour lui, et tous ces gens allant se réfugier dans l'abstention, allant partir en vacances ou allant faire ce qu'ils veulent dimanche, mais pas aller dans un bureau de vote? Alors je pense que l'électorat qui s'est mobilisé derrière Emmanuel Macron au premier tour sera fidèle. Ce socle est solide. Je pense qu'il est solide. En revanche, là, vous avez raison, c'est un électorat de gauche, notamment mélenchoniste, qui, de manière très résignée, envisage éventuellement de voter pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. Je vais m'auto-taper sur les doigts, mais en attaquant cette interview, en vous demandant si c'est plié, l'électeur de Jean-Luc Mélenchon, il peut couper la suite de l'interview et se dire effectivement, j'ai pas besoin d'aller voter dimanche pour un tel ou pour un tel. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que chez Emmanuel Macron, on martèle en permanence que le match n'est pas joué, que ça se dessinera dans la dernière ligne droite. Et donc, encore une fois, il faut être très prudent et très modeste. On n'est plus sur le bon vieux deuxième tour gauche-droite. On est sur un duel Macron-Le Pen avec toute une partie de l'électorat qui ne se reconnaît ni dans l'un ni dans l'autre. Et donc, ça donne des marges de manœuvre ou du jeu qui est nettement plus important que par le passé. Est-ce que vous diriez que les Français votent de plus en plus en fonction des sondages, dans un sens ou dans l'autre? On a vu l'effet de souffle du vote utile avant le premier tour, et là on voit la menace qui est celle pour Emmanuel Macron aujourd'hui d'un vote qui s'effondrerait à force d'entendre à la radio et à la télé que c'est joué. Alors de plus en plus, je ne sais pas. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'effectivement les dynamiques de vote utile ont fonctionné à plein, et à gauche et à
et à droite, enfin en l'espèce à la droite de la droite lors du premier tour. Donc ça c'est manifeste. Ça a joué aussi sans doute au centre, en ce sens que dans la dernière période d'avant le premier tour, cette période était marquée par une très forte dynamique parallèle de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, et une partie de l'électorat de droite traditionnel, notamment l'électorat retraité, a sans doute fait mouvement vers Emmanuel Macron, et donc abandonnant Valérie Pécresse, qui arrive à un score beaucoup plus bas que ce qui était attendu, pour essayer de conjurer l'hypothèse qui serait catastrophique pour cet électorat, qui aurait été celle d'un duel au second tour Mélenchon-Le Pen. Donc vous voyez que les dynamiques de vote utile ont fonctionné à la fois en faveur de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, et aussi d'Emmanuel Macron. Sauf que Jérôme Fourquet, on a frôlé un record d'abstention au premier tour. Le débat télévisé d'avant-hier a été le moins suivi de l'histoire de la Ve République. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une France qui s'en fiche ? Alors oui, sans doute, on a une partie de la population qui ne se reconnaît plus dans ce jeu politique, qui surtout considère que nous avons essayé la gauche, nous avons essayé la droite, nous avons essayé le « et en même temps », et une partie de cette France considère que sa vie quotidienne, ces difficultés ne se sont pas résorbées, ou que la vie ne s'est pas améliorée, et on a tiré les conséquences que tout cela n'avait plus guère d'intérêt. Cette abstention était très importante, c'est vrai, pour une élection présidentielle. On rappelle néanmoins que nous avons enregistré une abstention de 65% aux élections régionales il y a 1 an, et de 60% municipales il y a 2 ans. Donc on peut voir la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, mais on est encore sur une élection présidentielle qui, pour les Français, apparaît comme l'élection phare, l'élection reine, qui vaut la peine qu'on se mobilise. Et quand on regarde d'autres démocraties occidentales, certains seraient très heureux d'avoir à peu près 3/4 de votants sur l'élection reine. Quand on se compare, voilà. Il y a toujours mais ça fait quand même 10 millions de Français qui n'ont pas pris part au scrutin. Alors certains nous disent, j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, il y avait 12 candidats. Et donc ça veut dire que c'est quand même des causes qui sont assez profondes. Alors parmi ces causes profondes, est-ce qu'il y a le régime présidentiel, le fait que on attend tout, on demande tout aux candidats, de régler absolument tous les problèmes de la France tous les 5 ans, et qu'après, 5 ans après, une grande partie des Français est déçue. Le régime qui donne tous les pouvoirs au président. Tout à fait. Alors c'est à double tranchant en fait. C'est-à-dire que on vient de le dire, cette élection présidentielle continue d'aimanter l'intérêt des Français, et ces derniers, s'il y a une seule élection où ils vont aller voter, c'est la présidentielle. Donc n'est pas né celui qui va retirer ce droit aux Français. Et en même temps, effectivement, de par le très fort investissement symbolique et les attentes très nombreuses qui se cristallisent au moment de cette élection, tout cela fabrique et génère en retour de la déception et de la frustration. Et donc c'est une espèce de machine un petit peu infernale, mais qu'il est très difficile aujourd'hui de démonter ou de modifier. Jusqu'à présent, on connaissait la France de gauche, la France de droite, on l'a dit tout à l'heure. Désormais, c'est un peu plus compliqué. On a vu 3 blocs se dégager chez les Français. Marine Le Pen, par exemple, est arrivée en tête dans 22 000 communes. Géographiquement, où se trouve le vote Le Pen en France ? Alors, géographiquement, il y a différents niveaux d'analyse. D'abord, un niveau d'analyse régional, c'est le nord-est de la France et le littoral méditerranéen qui offre à Marine Le Pen ses meilleurs scores. Donc c'est lié à plusieurs facteurs. D'une part, la question de la désindustrialisation. C'est cette France du nord-est qui se vivait comme étant en pointe dans les années 60 et qui aujourd'hui n'arrive pas à surmonter son déclin, versus une France de l'ouest et du sud-ouest qui s'en sort mieux. Vous voyez qu'aujourd'hui, symboliquement, on a 2 déplacements des 2 candidats finalistes. Emmanuel Macron est à Figeac, dans le Lot. Oui. Il y a des usines de sous-traitance aéronautique à Figeac. On est dans une zone touristique. Et donc, Marine Le Pen fait 15% à Figeac. Et cette même Marine Le Pen est aujourd'hui à Abbeville, dans la Somme. Elle fait autour de 35% au second tour. Donc, il y a cette France de l'ouest et cette France du nord-est. Autre élément qui caractérise la géographie du vote Le Pen, encore et toujours, même si c'est moins prégnant qu'avant, la présence d'une population issue de l'immigration qui génère un vote de soutien à Marine Le Pen dans ces territoires du nord-est et de la Méditerranée. Et puis si on regarde un niveau d'analyse plus fin, on a aussi une grande variation du vote RN en fonction de la distance qui vous sépare de la grande ville la plus proche. C'est-à-dire qu'en moyenne, dans les grandes métropoles françaises, à moins de 10 km, Marine Le Pen est à 15%. Ouais. Quand on est à 30 ou 40, 50 km, le vote moyen pour Marine Le Pen monte à 28
ou 29%. Donc, quelle explication vous donnez à ça? Alors, il y a une explication à la fois sociologique, puisqu'on a un électorat lepéniste qui est plus fort dans les catégories employés-ouvriers, et ces publics-là habitent aujourd'hui d'abord dans ces territoires-là. Je vous pose la question différemment. C'est la France des pavillons de banlieue ou c'est la France des HLM? Alors, on est loin des pavillons de banlieue et du HLM. On est au-delà. On est dans les lotissements et dans le périurbain ou les petites villes moyennes. On est aussi la France des gilets jaunes, celle qui est très dépendante de la voiture et celle qui se sent reléguée. Dans le livre qu'on a écrit avec Jean-Laurent Casselli, La France sous nos yeux, on parle d'une France triple A. Une France où tout le monde veut habiter, une France instagrammable, une France où il y a des prix de l'immobilier importants, et puis une France de l'ombre, qui est une France un peu de la relégation des zones dans lesquelles on va habiter parce qu'on ne peut pas habiter ailleurs. Et c'est dans ces endroits-là que Marine Le Pen fait ses meilleurs scores. Le vote Macron, à présent, géographiquement et sociologiquement? Alors géographiquement, c'est assez symétrique, c'est-à-dire c'est plutôt les grandes villes, les couronnes périurbaines aisées, la France de l'Ouest et du Sud-Ouest. En gros, on parlait de Figeac jusqu'à la Bretagne. On a toute cette zone-là, qui est aussi une ancienne zone dans l'Ouest de la démocratie chrétienne. Il y a tout un vote de centre-droit qui s'est rattaché. Mais on voit aussi géographiquement que, contrairement à Marine Le Pen, le vote Macron, même s'il y a ces différences, il est plus homogène. Si je reprends Figeac et Abbeville, il est quasiment au même niveau dans les deux villes, autour de 28%. Donc lui, c'est un peu plus large. C'est un peu plus large, même si sociologiquement, ensuite, là aussi, on a deux électorats très typés. 35% des cadres ont voté Macron, 15% des ouvriers et des employés, et vous avez les statistiques inverses pour Marine Le Pen. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le candidat des gens heureux? Alors, qui se sentent heureux. Alors, c'est le candidat de la France qui va relativement bien. Et une autre analyse qu'on a pu creuser nous montre aussi, c'est la France, ce sont les Français qui sont en parcours d'ascension sociale, qui nous disent davantage qu'ils vivent mieux que ne vivaient leurs parents. Et le symétrique est encore une fois vrai. Marine Le Pen fait ses meilleurs scores chez les Français qui considèrent qu'ils vivent moins bien que ne vivaient leurs parents. Et donc on retrouve aussi nos deux France, celle de l'Ouest et celle du Nord-Est. Il y a le troisième bloc, c'est le vote Mélenchon. Est-ce qu'il est, lui, essentiellement urbain ? Comment il se détache des deux autres? Oui, alors géographiquement, il est très typé. C'est aussi les grandes villes où il a bénéficié de tout un vote utile de la gauche traditionnellement implantée dans ces grandes villes, notamment dans les grandes villes universitaires. Il est en tête à Toulouse, à Montpellier, à Nantes, à Rennes. Il fait un très bon score à Paris également. C'est également le vote des banlieues, un vote très puissant, notamment en Seine-Saint-Denis, avec toute une série de communes à plus de 60%. Donc à la fois un vote dans les quartiers les plus modestes, les quartiers d'habitat social, mais aussi un vote qui émane de la population musulmane. Il fait 69% dans cet électorat-là, qui a soutenu Jean-Luc Mélenchon parce qu'il lui est apparu comme étant le meilleur protecteur ou le meilleur défenseur des musulmans face à la montée de l'extrême droite. Autre spécificité géographique du vote Mélenchon, toute une série de territoires dans le sud de la France qui sont des territoires ruraux où existe une culture alternative décroissante. Donc je pense notamment à l'Ardèche, à la Drôme, à l'Ariège, donc qui aurait pu voter écolo mais qui s'est reconnu dans Mélenchon. Et puis dernier territoire, un certain nombre de nos départements ultramarins. Jean-Luc Mélenchon fait 50% aux Antilles et en Guyane par exemple. Il y a un vote bobo pour Mélenchon? En partie. En partie, mais c'est pas que ça. Dans l'Est parisien, il y a un vote Mélenchon qui est élevé, mais on a dit tout à l'heure, en Seine-Saint-Denis, des scores importants également. Quand vous regardez par catégorie socio-professionnelle, c'est 25% chez les ouvriers employés, 40% chez les gens qui se disent proches de FO ou de la CGT. Donc il y a aussi une base qui reste populaire, syndicale et ouvrière dans le vote Mélenchon. Jérôme Fourquet, je voudrais qu'on parle des générations à présent. Quand on regarde les structures, l'âge des votants pour les différents candidats, Emmanuel Macron n'arrive en tête en France, dans l'ensemble de l'électorat, que chez les plus de 60 ans. En dessous, c'est soit Jean-Luc Mélenchon, soit Marine Le Pen qui bascule en tête, qui a basculé en tête du premier tour. Il y a une France clairement coupée en deux aujourd'hui, génération contre génération. Alors, c'est pas aussi clair que ça, ou alors il faudrait peut-être la couper en trois. Ouais. Donc, la population la plus jeune a mis Jean-Luc Mélenchon en tête. On a parlé de la fameuse génération climat. On peut parler aussi de la jeunesse des banlieues, qui est pas forcément la même. Vous l'avez dit, on a une France retraitée, parce qu'on a plus de 60 ans, mais c'est surtout retraitée, qui a massivement voté pour Emmanuel Macron, qui était la cible stratégique de sa campagne. La réforme de la retraite à 65 ans, c'est pour parler
à cet électorat. Alors qu'ils sont plus concernés, puisqu'ils sont déjà à la retraite. Ils sont au contraire, ils sont concernés parce qu'ils vont bénéficier. Ils vont bénéficier de la pérennité de ce système. Et donc là, il a été capté. Il progresse de 13 points chez les 65 ans et plus, c'est énorme. Il a capté toute une partie de l'électorat retraité de droite. Et puis vous avez une France des classes d'âge qu'on va dire actives, où là c'est très bataillé entre les différents candidats, mais c'est plutôt Marine Le Pen qui vire en tête. Mais il faut aussi retenir que dans toutes les classes d'âge, on va avoir des différences qui peuvent être assez marquées. On a parlé de cette génération climat. Vous voyez que Jordan Bardella ou Marion Maréchal, ils sont pas très âgés. Et il y a toute une jeunesse qui regarde du côté du RN aussi. Et vous restez avec... allez-y, Salia. Non, mais j'avais juste une dernière question sur ce qui s'est passé pendant l'entre-deux tours. On a vu des étudiants se mobiliser à la Sorbonne ou à Sciences Po en disant Macron-Le Pen, c'est la même chose. Oui, alors attention aux effets de loupe. On est sur une jeunesse très politisée dans les plus grandes écoles françaises. Quand on regarde justement dans l'électorat Mélenchon, c'est contre-intuitif. La tranche d'âge qui s'apprête le plus à voter Macron, ce sont les plus jeunes. Ceux dans l'électorat Mélenchon qui rechignent le plus, c'est les plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que eux, ils votaient déjà en 2002 et ça fait la 3e fois qu'on va leur demander de faire ce que d'aucuns appelaient la gauche castor, c'est-à-dire celle qui fait les barrages, qui construit les barrages, qui en a un petit peu marre. Le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français. Est-ce qu'il aura écrasé tous les autres thèmes pendant cette campagne ? Alors oui, en partie, notamment dans la dernière partie de la campagne, puisque si on regarde les enquêtes d'opinion en septembre, octobre, novembre, on voyait ce sujet monter parallèlement à la hausse des prix, mais il n'était pas aussi dominant qu'il ne l'a été en fin de parcours. À cela s'ajoute quand même ce qui se passe en Ukraine, qui a aussi occupé beaucoup de temps d'antenne et beaucoup interpellé les Français. Et ça a été aussi un sujet sur lequel les passes d'armes ont été assez viril, si je peux dire. C'est un sujet sur lequel les candidats ont été beaucoup questionnés aussi, la guerre en Ukraine. Ça n'empêche pas aujourd'hui Marine Le Pen, qui est sans doute de tous les candidats celle qui était la plus proche du régime, d'être aujourd'hui au second tour. Est-ce que ça compte ? Est-ce que ça a vraiment compté au moment de voter ? Alors, ça a compté dans les dynamiques de campagne de manière incontestable. Ça l'a pas empêché d'augmenter pendant toute la campagne. Mais justement, on va y venir. La veille du déclenchement de l'invasion russe, Éric Zemmour et Marine Le Pen, dans les sondages, sont à égalité, 16% contre 16%. Et c'est à partir du début de l'invasion que Éric Zemmour dévisse. C'est lui, selon la formule maintenant consacrée... Je rêve d'un Poutine français. Oui, alors c'est lui qui prend la foudre. Il est le paratonnerre. C'est lui aussi qui, quelques jours après le déclenchement des hostilités, explique que il n'est pas question d'accueillir des réfugiés. Et donc Marine Le Pen commence à creuser l'écart. En fait, ensuite, on en a parlé tout à l'heure, se met en place le vote utile. Et donc ça, quand même, dans les dynamiques de campagne, beaucoup joué cette affaire. La foudre a visé juste ou pas ? Alors, on le verra. Ce qui est clair, c'est que Éric Zemmour a été frappé. Alors, à deux niveaux. Sans doute parce que une partie de l'électorat considérait qu'il était trop proche idéologiquement, mais l'électorat qui votait pour lui connaissait ses positions là-dessus. Je pense ce qu'il a beaucoup déstabilisé dans son électorat, c'est que son électorat le créditait d'une très forte capacité d'analyse et de clairvoyance géopolitique et historique. Et quelques semaines avant le déclenchement des hostilités, il avait assuré de manière très péremptoire que jamais Poutine ne passerait à l'attaque. Et donc là, une partie de son électorat s'est dit, en fait, il n'est pas aussi affûté et clairvoyant que cela, et il y a eu donc du coup ce pivotement. À l'inverse, cette guerre en Ukraine, est-ce qu'elle a avantagé Emmanuel Macron ? Alors oui, on le voit très clairement entre avant et après le déclenchement des hostilités. Il passe de 25 à 31, il est monté à 31%. Alors il a reperdu un peu de terrain par la suite, mais ça lui a été bénéfique dans le sens où il y a un vote légitimiste, un vote en faveur de celui qui est en place, le commandant en chef. Notamment, on y revient dans l'électorat le plus âgé, en disant c'est pas dans la tempête on change de capitaine. On a vu aussi qu'il avait été très fortement mobilisé dans ces discussions téléphoniques avec Vladimir Poutine. Et donc cette crise lui a permis de mettre, si je puis dire, en majesté sa stature présidentielle qui, par construction, était un avantage concurrentiel énorme par rapport à ses compétiteurs. La présidentielle a signé la chute des deux grands partis traditionnels qui ont gouverné alternativement la France pendant un demi-siècle, c'est-à-dire le Parti socialiste et les Républicains. Est-ce qu'ils peuvent encore se relever, ou est-ce que la recomposition, la poutre qui travaille, pour reprendre l'image d'Édouard Philippe, n'a pas fini de travailler ?
Là, je pense que le travail est très... La poutre a bien bougé, là. Oui, le travail est très, très avancé. Vous voyez que Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, à deux, rassemblent autour de 6% des voix sur l'ensemble du corps électoral. Si vous prenez uniquement les moins de 50 ans, on est sous les 5%. Donc, il y a des territoires entiers où il n'existe plus. Les discussions sur les législatives ont déjà commencé à avoir lieu. Mais c'est la survie même financière de ces partis qui est en cause. Le PS avait dû vendre son siège en 2017. Là, on est sous les 2%. LR a lancé une nouvelle souscription. Il commence à avoir l'habitude chez les Républicains. Et beaucoup de députés LR, il y en a une centaine, ont regardé les scores d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse dans leur circonscription. Ils sont en train de faire des calculs. Ils sont en train de faire des calculs. Et on peut penser que quelqu'un comme Édouard Philippe va voir affluer vers lui toute une partie de ses anciens collègues. Voilà, donc la recomposition va sans doute s'accélérer. Il y a eu le temps 1 2017, temps 2 maintenant. Ce qu'on voit aujourd'hui aussi nous dit que ce qui s'est passé en 2017 n'était pas un accident. C'était le début d'un processus. Et donc nous sommes dans la suite de ce processus qui est assez spectaculaire. Juste, est-ce que ça veut dire que ce sont les partis qui ne répondent plus aux attentes des électeurs ou alors ce sont les électeurs qui ont changé d'attente? Alors je pense que Emmanuel Macron... Vous avez 4 heures. Emmanuel Macron a senti que toute une partie de l'électorat aujourd'hui, notamment dans les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, était fatiguée de cette alternance gauche-droite, que sur les grands sujets, les réformes économiques, la construction européenne, pour aller vite, d'Alain Juppé à Dominique Strauss-Kahn, on pensait la même chose. Et il a réussi à faire émerger cette offre qu'on appelle désormais disruptive et qui a fait voler en éclats les vieux partis politiques. Les clivages. Alors, ce qui se passe, c'est que on voit ce bloc central s'élargir. On voit aussi les deux extrêmes. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, à droite, Marine Le Pen, se renforcer. Et donc, ce sont les deux anciens partis de gouvernement qui sont pris en étau. Vous vous souvenez que Jean-Luc Mélenchon avait utilisé la métaphore du casse-noix à l'encontre de Benoît Hamon en 2017. Il y a un double casse-noix qui a été actionné et qui a fracassé en 2 temps et les Républicains et le Parti Socialiste. Ce sera très dur pour ces partis de remonter en selle. Ils ont perdu des talents, ils ont perdu des moyens financiers. Il y a une hémorragie militante et notamment dans les jeunes générations, ces marques aujourd'hui sont complètement obsolètes. Merci beaucoup Jérôme Fourquet, politologue, président du département Opinion à l'IFOP. Je rappelle le titre de votre dernier livre écrit avec Jean-Laurent Casselli, La France sous nos yeux, publié aux éditions Seuil. Merci à vous, très bonne journée.